Madame, Monsieur, bonsoir. Pour les défenseurs des droits de l'homme, des femmes et des libertés individuelles, c'est un salafiste repenti qui agit et prend position suite à une révision de ses anciennes idées radicales. Pour certains de ses ex-compagnons, c'est un aliéné, un raté. Les 9 années d'emprisonnement qu'il a endurées lui ont ouvert une porte vers une liberté de pensée basée sur la déradicalisation. Il est pour l'égalité homme-femme dans l'héritage et il va plus loin et prône une certaine liberté sexuelle. C'est un ex-salafiste dont les idées aujourd'hui vont de pair avec celles d'un laïc. Lui, c'est Mohamed Abdelwahab Rafiqi. Mohamed Abdelwahab Rafiqi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous dans ce deuxième numéro d'On Aparté. Alors, Mohamed Abdelwahab Rafiqi dit Abou Hafs, vous avez gardé, vous tenez à ce surnom, et pourtant c'est une sorte de signature chez surtout les groupes islamistes terroristes. Vous êtes un repenti qui garde un surnom qui prête à confusion. Pourquoi ? Non, premièrement, je veux dire que c'est la première fois que je suis sur un plateau francophone. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Oui. C'est votre première sortie en langue française. Oui, c'est ma première. Et moi, je vous félicite pour cela. Merci. J'espère réussir dans cette expérience. Oui, l'essentiel, c'est quelque part de dire les idées, quelque part, et je pense que vous en avez la capacité. J'espère. Merci. Alors, en fait, concernant ce surnom, Abou Hafs, vous le gardez pourquoi ? Oui, et pourtant, ça prête à confusion. Oui, parce qu'il n'y a aucune relation avec Abou Hafs ou ce surnom d'Abou Hafs et ce que pensent beaucoup de gens. Le salafisme, les groupes, le surnom pour cacher le vrai nom. Non, c'était pas ça. Moi, j'étais à l'Arabie Saoudite. Je fais mes études universitaires à l'Arabie Saoudite. J'étais marié et j'avais mon premier enfant qui s'appelait Hafs. Et socialement, dans cette société, toujours le premier fils. On dit Abou Mohamed, Abou Flan. J'ai porté son nom. C'est une pratique courante. Oui, c'est une pratique courante. Après, ce sont les médias, c'est pas moi. Ce sont les médias qui ont insisté de garder ce surnom. Alors j'ai dit, moi, j'ai pas de problème, ça me dérange pas. Alors, avant votre moraja'a, votre révision idéologique, vous étiez un cher salafiste qui était connu par ses prêches. Et cela, quelque part, vous a valu 30 ans d'emprisonnement. Oui. Vous en avez passé 9 ans. Et après, vous avez été gracié. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui du danger que vous faisiez planer sur la société marocaine ? C'est-à-dire qu'à l'époque, pour l'État marocain, vous étiez un danger. Est-ce que vous avez conscience de cela ? Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Moi, je suis un danger pour la société marocaine. Oui, à l'époque. Parce que pour vous répondre, il faut savoir, il faut d'abord savoir le contexte. Voilà, contextualiser. Oui, le contexte. Pourquoi j'étais un cheikh? Pourquoi j'étais un salafiste? Est-ce que moi, j'ai choisi d'être salafiste? Non, je n'ai pas choisi. J'ai jamais choisi d'être salafiste. Alors, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Parce que c'est le contexte mondial, c'est le contexte régional, c'est le contexte qui régnait à l'époque. Parce que moi, j'étais né les années 70, les années 80. Vous savez qu'il y avait un autre contexte que le contexte actuel. Très différent. Parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait je sais pas, un combat ou je sais pas entre l'État et les gauchistes. Alors, l'État, à cette époque, il a décidé d'importer le salafisme pour faire un peu d'équilibre. Moi, j'étais salafiste, j'ai appris toutes ces bases, toutes ces doctrines salafistes où? Dans des grottes, dans des maisons cachées? Non, dans les grandes mosquées de Casablanca, dans les grandes écoles coraniques à Casablanca, à Marrakech et dans d'autres villes qui étaient autorisées par l'État. Parce que c'était un autre contexte. Et ce n'est pas un contexte marocain, c'est un contexte mondial.
Parce que vous vous souvenez, il y a à cette époque la guerre d'Afghanistan et le contexte mondial encourage les jeunes pour aller à Afghanistan. Voilà, c'était Oui. ma question en fait, la suivante. Et pourtant, vous avez rejoint votre père. En fait, ça, Oui. c'est une sorte c'est un acte de guerre de pouvoir, Oui. à l'époque, en fait, d'aller en Afghanistan. Et Et on sait ce qui se passait à l'époque en Et Afghanistan. combien Pourquoi vous j'avais êtes d'âge? 15 J'avais ans. 15 ans. Oui, j'avais 15 ans. Et je vais te dire quelque chose, parce que c'est très intéressant pour moi de parler de ce contexte, parce que comme on parle maintenant, on parle des années de plomb, et tout parle de ça, il faut parler de cet aspect, parce que c'est très intéressant, parce que c'était aussi des crimes contre les jeunes. Comment un jeune de 15 ans va tout seul à l'ambassade du Pakistan à Rabat, la porte, tu veux quoi, je veux un visa pour aller à Afghanistan. Et j'ai 15 ans, et j'étais seul, ni père, ni aucun compagnon avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller à Afghanistan, je veux un visa de Pakistan. Alors, donnez-moi votre passeport. Après un quart d'heure, il revient avec mon passeport, mon premier passeport, avec le passeport et le visa de Pakistan. Et je vais voyager du Casablanca jusqu'à, pas jusqu'à Islamabad, non, jusqu'à Jeddah, Islamabad, Peshawar, les cimetières pakistan-afghans, et de Peshawar jusqu'à Khost, au fond de l'Afghanistan, tout seul. Et j'ai vécu tout. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu le bombardement, dormir sous les grottes, tout, j'ai vécu tout ça. Vous dites que vous n'êtes pas responsable. Non. Alors la responsabilité, elle incombe à qui? À votre père, par exemple? Non. Parce que non. c'est votre père, il doit être garant, vous étiez encore un mineur. Mais mon parent était influencé par le discours qui était très connu à cette époque. Le discours qu'il reçoit dans les grands mosquées de Casablanca, parce qu'il y avait des chouyours salafistes, c'est eux qui, à l'époque, prétendent qu'ils présentent le vrai islam, la vraie sunna, as-sunna sahiha, qu'il faut lutter ce qu'on appelait à l'époque al-bida'. C'est quoi le bida'? Ça veut dire l'islam marocain traditionnel, ça c'est tout et bida'. Pour eux. Oui, pour eux. On doit dire aussi, on doit parler aussi des milliers des livres salafistes qui étaient devant les portes de mosquées, qui se distribuaient gratuitement, des milliers, peut-être des millions de livres qui distribuaient gratuitement. Je parle de 150 écoles coraniques salafistes. Quand je dis l'école coranique, je ne veux pas dire le msid ou jamais l'école coranique traditionnelle, non, des écoles coraniques salafistes qu'ont appris. Moi j'étais dans des écoles. Qu'est-ce que je reçois? Oui, un peu de Coran, mais en parallèle, c'est quoi? Al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, ça veut dire quoi? Ça veut dire une doctrine pour haïr l'autre. Al-wala wal-bara, ça veut dire que tu dois aimer que le vrai musulman et tu dois haïr les autres. Qui est responsable de tout ça? Et en plus, je veux te dire quelque chose. Quand je suis revenu de Afghanistan, je suis revenu où? Je suis revenu à ma place à l'école, au lycée. Et comment on m'a traité? On m'a traité comme un héros. Alors c'est un autre contexte. Même que je sois un cheikh salafi, ce n'est pas mon choix. Moi j'étais brillant à l'école. Je suivais mes écoles normales et j'étais brillant et j'étais même brillant dans une branche scientifique. Mais on vous a l'entourage, le salafisme et la haine de l'autre. Oui. Aujourd'hui, vous êtes Oui. un homme Oui. nouveau et vous avez fait votre muraja'a, révision idéologique. Selon vous, quel en a été le déclencheur? Le premier déclencheur pour moi, c'est être seul. Parce qu'en prison, la première fois où j'étais seul. Quand vous avez commencé à être loin des salafistes qui Oui. vous entouraient. Non, loin des salafistes, loin de ma famille, loin de l'entourage. Vous dites, hein, votre famille, quelque part, elle est... Oui, mais même... Elle vous a impacté négativement. Ma famille a un rôle, ça c'est sûr. On peut pas Mais nier. je dis que ma famille est aussi victime.
d'une politique générale qui était à l'époque. C'est ça ce que je veux dire, oui, d'une idéologie salafiste qui était importée par l'État à l'époque. Et c'est pas mon père n'était pas un imam, n'était pas un cheikh, il était un seul citoyen qui travaillait au ministère de la Santé. Comme tous les Marocains, il va aux mosquées pour faire la prière, pour écouter le cheikh qui va faire un cours d'oros après la prière. Et c'est là qu'il a reçu toutes ces idées salafistes ou n'importe quoi. Vous déclarez souvent dans les interviews nombreuses que vous avez données que la prison vous a changé. Comment expliquer cet impact de la prison sur vous? Oui, premièrement que j'étais seul, comme j'ai dit, que j'étais seul, loin de toutes les influences. C'est la première occasion pour moi pour avoir mes propres convictions, mes propres idées. Ça, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est très intéressant pour moi, la lecture. Le livre, très important. Le livre, parce que il a été votre sauveur. Heureusement, et ça, et je pense que j'ai pas parlé de ça dans toutes mes anciennes interventions. Il y a un rôle qui est très intéressant dans ma vie, c'est le rôle de ma mère, parce que ma mère était dans un autre contexte. Ma mère travaillait à Royal Air Maroc, alors dans une autre atmosphère, mais il était sous l'autorité de mon père. Il peut pas annoncer qu'il n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, de votre maman. Oui, ma mère. Par exemple, il me donnait l'argent en cachette pour aller au cinéma, sans que mon père le sache. Avec Loi, quand il revient du travail, je trouve avec elle des magazines françaises, Femmes Actuelles, Paris Match, et ça qui était interdit dans l'entourage salafiste. Vous avez quelque part en contact avec un monde qui est loin du salafisme. Mais en cachette. Voilà. Mais en cachette. Et tout ça, ma mère par exemple, il a lié une relation très très forte entre moi et entre un magazine arabe qui s'appelait à l'époque Majid, que je lis chaque mercredi, et que j'étais très fan de cette magazine. Tout ce bagage, je l'ai exploité une fois où je suis seul. Parlons de votre période de captivité quand vous étiez en prison. Comment cela se passait? 9 ans de prison, 7 ans de Sénavant dans une cellule individuelle. C'est très dur, bien sûr. Mais moi, honnêtement, j'ai dit maintenant maintenant je suis en prison. Vous avez voulu quelque part tirer le meilleur de cet emprisonnement. Oui, exact. Je suis en prison. Je suis victime. Même le procès, il faut dire ça aussi. Moi, j'étais en prison accusé par des accusations très graves que je ne suis pas responsable et que je n'accepte pas. Jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, je n'accepte pas. Et tous les hommes de droit, toutes les associations de droits d'hommes et tout étaient là-bas. Oui. Était là-bas et il disait non, c'est pas juste. Ce procès est injuste. Vous n'avez aucun regret quelque part de votre passé salafiste? Non, parce que je peux pas regretter quelque chose que j'ai pas choisi. D'accord. Je regrette quelque chose que j'ai choisi. Mais après, je dis moi, je suis en prison. Alors quoi faire? Lire. Mais j'ai pris une décision que cette lecture soit hors que j'ai lu avant. En contradiction totale avec ce que vous lisiez à l'époque. Oui. Tout ce qu'on m'a dit, parce que tu sais quelque chose. C'était quoi comme livre? Oui, je vais dire que quand tu es salafiste, la première chose qu'on te dit, ne lis pas. C'est pas lire. La première chose si tu choisis d'être salafiste, ils te disent, il faut pas lire ce livre, pour à la fin tu lis justement les livres qu'ils veulent. Ce qu'on te donnait à lire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'était une sorte d'embrigadement. Oui, toute cette liste des livres interdits, je les lis. J'ai décidé de lire toute cette liste. Et après,
livre après livre, livre après livre, on parle d'un avant. On parle d'un avant que je n'ai rien à faire que lire. Lire ce livre te pousse à lire le livre, l'autre livre, et l'autre livre te pousse à l'autre livre. Alors enfin, je me suis trouvé avec une bibliothèque dans ma petite cellule, une bibliothèque avec des livres de toutes les directions. Des dizaines peut-être des centaines. Des centaines. Oui, des centaines. Et on peut le dire finalement, Oui. la prison vous a sauvé. Heureusement, même c'était pas facile, c'était dur pour la famille, c'était dur, surtout ma petite famille. J'étais marié avec des enfants à l'époque, c'était très dur pour mon père aussi, pour ma mère. Mais heureusement, j'ai exploité tout ce temps pour lire ces centaines de livres. Et pour l'homme nouveau que vous êtes aujourd'hui, vous exprimez vos opinions. Elles sont très différentes du salafiste que vous étiez. Alors, à ce niveau-là, vous avez signé la pétition de Leila Slimani, et Sonia Tarab qui appelle à une certaine liberté sexuelle et à lutter contre l'avortement illégal. Est-ce que cela voudrait dire que vous êtes pour la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage? Vous êtes pour cela? Oui, moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté individuelle. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Droit de faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a des limites à cela pour vous? Est-ce qu'il y a des limites à cela? La limite, pour moi, c'est ce qui ne touche pas les autres. Pour lui, c'est une chose individuelle. Pourquoi l'État, ou pourquoi la loi, ou pourquoi la société se mêle de quelque chose qui est très personnel? Mais je veux dire quelque chose à propos de ça. Pourquoi moi je défends les libertés individuelles? Pourquoi moi je défends l'égalité en héritage? Pourquoi moi je défends des choses comme ça? Parce que moi, j'ai maintenant, après toute cette lecture, surtout que j'ai été ouvert sur toutes les directions des sciences, la sociologie, la philosophie. Et c'est quoi mon projet maintenant? Mon projet, c'est plus large que parler de les libertés individuelles ou parler de l'héritage. Ça, ce sont des exemples. Mais pour moi, j'ai un grand projet. Lequel? C'est l'humanisation du texte religieux. Parce que le texte religieux, il faut savoir qu'il a un contexte et qu'il faut l'humaniser en le faire lier avec le contexte actuel. Oui. On est en 2019, le contexte il faut le rappeler. Aujourd'hui, Ouais. oui. Et c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile de dire aux gens qu'il y a des versets au Coran et il y a des versets au Hadith qui n'ont pas de compatibilité avec notre temps, Voilà. avec notre contexte actuel. Et ça, c'est mon travail. Alors, les libertés Est-ce que le Maroc individuelles, d'aujourd'hui, la l'héritage, société marocaine d'aujourd'hui est prête à concevoir un tel projet d'humaniser la religion, de faire en sorte qu'elle puisse aller de pair avec le contexte actuel qui est le nôtre? je pense qu'il soit prêt ou il soit pas prêt, le roulement de l'histoire va nécessiter notre société d'aller dans cette direction. C'est une fatalité pour vous? Oui. Parce que vous voyez le monde comme se change. Maintenant, on parle des personnes, on me dit « Ah, toi, tu parles liberté individuelle, Casa, Rabat, mais tu vois pas dans des lointaines, dans les régions reculées, des régions reculées, dans les campagnes marocaines. Oui, dans les campagnes. Vrai, c'est une question très légitime. Je trouve que est-ce que on n'est pas en train de produire un débat, ou plutôt de partir sur un débat quelque part qui est un luxe, alors que les Marocains ont besoin de manger, ont besoin de travailler, ont besoin d'aller à l'école. Et ont besoin de liberté aussi. Oui, c'est très je suis important. D'accord. Oui, pour moi, c'est très important. Moi, ça passe avant le pain? Oui, peut-être la liberté. Pour moi, la liberté, c'est avant le pain. Parce que quand tu sois libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux chercher du pain, tu peux chercher n'importe quoi, mais l'important pour un être humain, c'est qu'il soit libre. Et demande-moi ça parce que moi, j'ai vécu ça. Et comme je dis toujours, j'ai jamais vécu la liberté comme la période où j'étais dans une cellule. Alors, vous venez de le dire dans votre réponse que pour vous, l'homme et la femme doivent être égaux s'agissant de l'héritage. Quelle est votre vision à propos de ce débat sur l'héritage? Oui. Comment vous voyez les choses? En bref, pour moi,
les versets du Coran qui parlent de l'héritage, oui, il y a des versets qui parlent de l'héritage, mais c'est pour un contexte qui est différent, toute la différence du contexte actuel. Les versets du Coran qui parlent de l'héritage, c'est un contexte où la femme ne travaille pas, où la femme était, avant ces versets, n'hérite rien. La femme était un héritage. Si un homme est mort, on hérite sa femme. Vous visez beaucoup plus le ta'sib. Oui, le ta'sib, c'est Si on peut expliquer le ta'sib rapidement. Catastrophe. Ouais. Pour moi, je parle de l'égalité. Mais ta'sib, c'est une catastrophe. Parce que, est-ce que à 2019, le cousin ou l'oncle, ou le cousin lointain ou l'oncle a une part dans l'héritage, on ne peut pas accepter ça. Et en plus, pourquoi je vise beaucoup ta'sib? Parce que dans l'égalité, on dit non, il y a des versets, les versets, les dakari mithlu hadd al-unthayayn, c'est fini. Il n'y a pas de discussion. Mais at-ta'sib où? At-ta'sib, c'est ce qu'on appelle ijtihad fiqhi. C'est un ijtihad fiqhi. Ijtihad fiqhi qui était à l'époque où était l'oncle et le cousin des vrais membres de la famille, qui défendent la famille, qui étaient responsables sur tout ce que la famille a besoin. Maintenant, non. Maintenant, on ne voit pas l'oncle, on ne voit pas le cousin, et après la mort, tu le trouves le premier à la porte, il veut sa part de l'héritage. C'est pas juste. Ce discours-là sur l'héritage surtout, il vous a valu beaucoup de critiques acerbes, surtout de la part de certains de vos ex-compagnons. Il y en a même qui vous ont traité d'aliénés et de ratés. Qu'est-ce que vous répondez? Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Ça c'est un autre sujet. Excuse-moi. Mais c'est important. Oui. Est-ce que ça vous fait de la peine d'entendre ça ou... Non, jamais. Pourquoi? Peut-être avant, je me dérangeais. Maintenant, non. Parce que quand j'ai pris... Convaincu. Très convaincu, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai pris cette route, bien sûr, je sais bien que je vais avoir toutes ces accusations. Et la troisième chose, et pour moi c'est la plus intéressante, quand j'ai décidé de se réconcilier avec moi-même, la réconciliation avec soi-même, c'est très intéressant pour un être humain. Quand tu fais cette réconciliation, tu n'as peur de rien, rien ne te dérange, tu es convaincu par tes idées, tu es libre de s'exprimer de tes idées. Je m'en fous. Ils disent aligné, ils disent raté, ils disent ce qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas. C'est clair. Alors, avant quand vous étiez salafiste, vous viviez avec une certaine dichotomie qui est haram, halal, licite, illicite. Aujourd'hui, quel est votre credo au quotidien? C'est-à-dire, quelles sont vos règles? Bien sûr, il y a des règles. Je ne vis pas dans une anarchie. Mais il y a des règles. Mais les règles, pour moi, la règle que je ne fais pas de mal à l'autre. Ça, pour moi, c'est l'intéressant. Autre chose, quelque chose entre toi et entre ton Dieu, ça, c'est quelque chose de personnel. Je ne suis pas responsable de dire je fais le halal, je fais le haram. La religion, pour moi, toute la religion pour moi est une chose personnelle entre l'être humain et entre le Créateur. Oui, mais faire mal à l'autre, ça c'est pour moi la règle. Ne pas faire le mal à l'autre. Et le problème que ces gens qui parlent de la religion, c'est pour moi, entre parenthèses, des charlatans qui parlent de la religion, qui prétendent qu'ils sont les représentants de Dieu. C'est eux qui font plus de mal aux gens. Surtout, je pense que tu as vu des publications qu'il y a beaucoup de violences verbales, beaucoup d'accusations. Pour moi, c'est ça le vrai mal. Alors, vous dites aimer passionnément le cinéma. Quels sont vos films préférés, marocains, français, américains?
Oh, plusieurs films. Juste Moi, je quelques-uns, suis trois fan de pas. cinéma. Shawshank Redemption, c'est un peu difficile à Retour à prononcer. Shawshank, avec Tim Redemption. Robbins. Oui, Tim Oui, Robbins c'est vrai que c'est un film culte du cinéma américain. et Freeman. Et je l'ai vu en prison. Tu le vois en prison, c'est pas Ça ne vous a pas donné, ça c'est ne vous pas a pas comme donné, le voir ça ne vous a pas donné. pour s'enfuir. Ouais, parce que le héros à la fin, c'est Oui, enfui de la mais prison. mais c'est un grand film, c'est mon film préféré. C'est mon film préféré. Bien sûr, je regarde tous les genres des films. Cinématographiques. Même les films arabes, les films marocains, je suis là. Alors, dernière question. Alors, vous vous êtes présenté aux élections législatives avec un bout, ou plutôt au bout, un échec. Quel bilan faites-vous de cette expérience? C'est une expérience. Pour moi, c'est une Ça expérience. vous a construit, ça Oui, vous a oui, ça, oui. détruit? Non. Pour moi, je suis fier de cette C'est à refaire? expérience. Oui, peut-être. Je ne sais pas, oui, mais peut-être. Si j'aurais une occasion, que je vois que c'est une occasion, que c'est une bonne occasion pour moi, je ne vais pas rater. Mohamed Abdelwahab Rafiqi, merci. Très vite. Oui, ça se passe très vite parce que c'est vrai que la discussion avec plaisir. vous, vraiment, elle est très Avec sympathique plaisir. et Merci passionnante. beaucoup. Merci encore une fois, madame, Avec messieurs. plaisir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.